Nani, nanana, nanana. Je me sens carrément en adéquation avec moi-même. Chut, il y a mon moi intérieur qui parle. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Healthy Living, le podcast qui décrypte la santé des femmes et met en lumière nos histoires singulières. Quant à moi, je suis Marion, naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes. En parallèle de ce podcast, je vous propose de nombreux outils pour cheminer vers le bien-être. Mon livre, Reconnexion au cycle féminin, mes programmes en ligne, dont le programme phare Healthy Cycle permet de comprendre, accompagner son cycle menstruel et rééquilibrer ses hormones, ainsi que mon accompagnement holistique sur 6 mois, individuel ou en couple, pour vous aider à enfin atteindre votre objectif santé. Pour en savoir plus sur tout ça, je vous donne rendez-vous sur mon site internet et maintenant à l'antenne. En tant que naturopathe, je prône une approche multidisciplinaire de la santé. Et s'il y a bien une discipline qui me semble indissociable de l'approche naturopathique holistique, c'est l'ostéopathie. Alors bien sûr, vous connaissez déjà toutes et tous cette pratique, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aborder les bienfaits de l'ostéopathie pour la santé gynécologique des femmes. C'est donc ce dont nous allons parler avec mon invitée du jour, Amélie Tournès, dont les doigts de fée ont déjà fait des merveilles sur nombre d'entre nous. Très bonne écoute. Bonjour Amélie. Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Je suis très heureuse qu'on puisse enregistrer ensemble ce matin. Moi aussi. On va parler d'ostéopathie et d'ostéopathie plus particulièrement appliquée aux femmes. Puisque c'est ta spécialité, est-ce que d'abord tu veux bien peut-être te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Amélie Tournès, je suis ostéopathe spécialisée en urogynécologie et périnatalité. Je travaille avec les personnes douées d'un appareil reproducteur féminin et pour tout ce qui est troubles du cycle menstruel, douleurs, que ça soit douleurs liées au cycle, mais pas que, douleurs périnéales, douleurs liées au rapport, qu'on appelle aussi dyspareunie, et tout ce qui peut être en lien avec le cycle, troubles de la ménopause, troubles de la fertilité, et du coup sur une partie qu'on parlera peut-être un peu moins ici, mais aussi tout ce qui est accompagnement de la femme enceinte, et la pédiatrie et l'enfant. Ok. C'est super intéressant parce que je suis persuadée qu'on ne peut pas vraiment travailler en naturo sans être main dans la main avec l'ostéopathie. Et donc, on a pas mal de personnes en commun qu'on accompagne toutes les deux. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est si important d'aller justement travailler en ostéopathie sur le corps féminin ? Pourquoi c'est si important par rapport à la sphère gynéco ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier, en fait ? Je pense que de toute façon, il faut peut-être essayer un peu d'expliquer ce que c'est l'ostéopathie avant. Ouais. L'ostéopathie, ça se base sur tout ce qui est la physiologie du corps, donc l'anatomophysiologie et la biomécanique. C'est-à-dire qu'on va aller chercher à comprendre pourquoi la personne a mal, pourquoi la personne se présente aussi avec ces symptômes-là, et on va essayer de remettre ça dans un système un peu de globalité. D'où l'importance aussi d'avoir un lien avec tout ce qui est la naturopathie, comprendre l'hygiène de vie de la personne, tous ces facteurs environnementaux extérieurs et intérieurs. Mais pour ça, l'ostéopathie du coup va travailler beaucoup sur tout ce qui est mobilité. Donc dès qu'on a des douleurs, dès qu'on a des symptômes, on a souvent des restrictions de mobilité dans le corps. Et ça va être le but de l'ostéopathie, de comprendre pourquoi elles sont là, et aussi de les traiter pour favoriser justement un principe qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre, retrouver et favoriser l'équilibre du corps pour qu'en fait il s'autorégule tout seul. Mmh. C'est pour ça qu'en fait l'ostéopathie est importante, mais par contre elle ne se substitue pas à un suivi médical. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une atteinte organique du corps, l'ostéopathie, elle peut aider, mais elle ne soignera pas à ce niveau-là. Et c'est important du coup de toujours avoir un suivi médical accompagné. Ouais. Oui, c'est important de le rappeler parce qu'il y a de plus en plus de défiance aussi envers le monde médical et que ce soit l'ostéopathie, la naturopathie, quoi que ce soit, ça s'accompagne toujours de l'allopathie. Exactement. C'est un travail vraiment pluridisciplinaire et je tiens vraiment à ce mot-là parce que c'est vraiment en travaillant en pluridisciplinarité que justement on arrivera à avoir des effets vraiment rapides et aussi très efficaces. Ouais. Alors quand il y a des femmes qui viennent te voir justement pour un inconfort, alors souvent autour de la sphère gynéco, ça peut être j'imagine des règles douloureuses, tu disais des dyspareunies, des douleurs pendant les rapports, des douleurs périnéales, des choses comme ça, qu'est-ce que toi tu vas regarder sur le corps ? Est-ce que, parce que tu fais pas de travail par voie interne, ça c'est important de le préciser, mais qu'est-ce que tu vas regarder ? Est-ce que tu regardes au niveau de la colonne vertébrale ? Est-ce que tu vas voir le bassin ? Quelles sont un peu tes étapes ? En fait on va aller regarder de la tête aux pieds. Et ça peut être un peu surprenant à la base quand on vient pour vraiment juste une douleur au niveau du petit bassin.
Mais en fait, on va remettre ce système-là dans l'ensemble du corps et on va voir un petit peu déjà comment est la patiente ou le patient pour vraiment travailler sur cette globalité-là. Et après, bien sûr, on ira vraiment regarder plus spécifiquement la mobilité du bassin, la mobilité du système gynécologique et tout ce qui s'ensuit à ce système gynécologique-là, c'est-à-dire le rôle des hormones, donc où elles sont sécrétées, si par exemple le foie va bien, au niveau de tension par exemple hypophysaire, voir s'il y a vraiment des tensions crâniennes ou cervicales qui peuvent aussi jouer sur la posture et tout ce système-là. Mais voilà, ça veut vraiment un système à prendre vraiment dans sa globalité, que ça soit même des fois on va se retrouver à travailler sur le système digestif et plus du coup sur vraiment un travail d'hygiène diététique ou même d'environnement, de perturbateurs endocriniens, etc. Alors que finalement, la personne, elle venait juste pour non, pas trop, non, mais pour des douleurs liées à son cycle menstruel et du coup à ses règles. Ouais. Oui, c'est intéressant de replacer la chose de manière holistique. Et c'est pas parce qu'on a mal justement dans le petit bassin au niveau du bas-ventre qu'en fait ça vient pas d'ailleurs. Exactement. Et je trouve que c'est impressionnant chez les ostéos. Parfois on vient pour un truc et c'est vrai qu'on travaille sur complètement autre chose. Et en naturo pareil. Parfois on vient en effet pour des règles douloureuses et moi je vais parler de niveau de stress et de digestion. Et au début parfois on comprend pas trop pourquoi. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui pourrait être la cause, par exemple, de règles douloureuses? C'est quelque chose qui est très fréquent. À 79% des femmes ont souffert ou souffrent de règles douloureuses. Et toi, qu'est-ce que tu observes comme cause? Est-ce qu'il y a des histoires de congestion? Est-ce qu'il y a des histoires de bassin qui peut être un peu bloqué? On va dire que dans la plupart des cas, déjà ça va dépendre si la femme elle a été diagnostiquée ou pas pour une pathologie quelconque, si elle a déjà eu un suivi par un gynécologue, une sage-femme ou un médecin spécialisé en gynécologie. Déjà, ça va un peu nous aiguiller déjà sur les choses qu'on va pouvoir travailler ou sur la conscience de la personne sur son corps. Et en effet, sur les troubles gynécologiques, on retrouve très souvent une congestion pelvienne. Donc la congestion pelvienne, elle n'est pas forcément la cause, elle peut être vraiment une répercussion d'autres choses, ça peut être quelque chose qui est en lien avec sa posture, avec sa respiration, ça peut être vraiment par exemple des antécédents infectieux aussi au niveau gynécologique qui ont créé des adhérences et du coup une congestion. Une inflammation digestive, ça peut être tellement de choses différentes, mais en effet, oui, il y a toujours quand même une congestion, il y a toujours des adhérences, il y a toujours une perte de mobilité au niveau de l'utérus, des ovaires, et souvent un périnée quand même qui est très souvent hypertonique. Ouais. Et ça, on parle souvent du fait de travailler sur son périnée, de le contracter, et on en parlait dans un précédent épisode. En fait, c'est bien souvent, on a plutôt besoin de le relâcher. Exactement. En fait, on parle de tonicité du périnée, mais il ne faut pas qu'il soit peu tonique et il ne faut pas qu'il soit trop tonique non plus. Donc là, c'est vrai que ça commence à évoluer. On apprend beaucoup plus au niveau des études de santé que en fait, le périnée a tendance des fois à être vraiment trop tonique. Et le but, c'est pas justement d'aller faire vraiment de la rééducation ciblée pour le remuscler, parce que des fois, il est vraiment trop musclé. Et en fait, c'est le fait qu'il soit toujours dans ce système d'hypertonicité qu'il y a un moment, quand on lui demande de l'effort, le tout petit effort en plus, il lâche. Et c'est là qu'on peut aussi avoir des fuites urinaires ou d'autres troubles d'ailleurs, et du coup c'est là justement où on peut vraiment se retrouver à travailler le périnée, mais plutôt pour le détendre en fait. Et on se rend compte aussi que le fait qu'il y ait de l'hypertonie périnéale est souvent aussi en lien avec les douleurs qui sont associées, des vulvodynies, des choses qui sont vraiment même des dyspareunies. Alors qu'à la base, on va peut-être pas au début, moi je trouve, travailler vraiment le périnée, mais peut-être reprendre sa globalité, le bassin dans son ensemble, et après venir travailler plus spécifiquement le périnée. Et là, c'est ce que font plutôt les kinésithérapeutes ou les sages-femmes avec qui je travaille, où elles vont vraiment travailler en interne pour les choses qui restent à bosser plutôt vraiment spécifiquement. On parle aussi pas mal des adhérences qu'on peut avoir, alors soit quand il y a des pathologies comme l'endométriose, quand il y a des opérations aussi dans cette sphère-là. Pourquoi c'est important de ne pas les laisser s'installer, ces adhérences, et de travailler dessus? Pour une question de mobilité. En fait, le corps,
On parle qu'il est fait à peu près de 60 à 70% d'eau. Et en fait, les peu de pourcents qui restent derrière, c'est du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est un tissu de structure, en fait, mais c'est juste un amoncellement de cellules. Et les cellules, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'eau. Donc, en fait, il y a même certains chercheurs qui disent même qu'en fait, nous serions faits que d'eau. Et l'eau, en fait, elle est faite pour bouger. On est un corps, on est fait pour être en mouvement. Et même maintenant, en kinésithérapie, on en revient dessus et on dit que la vie, en fait, c'est le mouvement. Et il est nécessaire de bouger pour que justement tout le monde fonctionne bien et tout le monde puisse, qu'il y ait une bonne vascularisation, des bons échanges au niveau du sang, au niveau des structures. Et du coup, en fait, ces adhérences, c'est aussi un peu en lien. C'est-à-dire que si l'adhérence, elle vient fixer un tissu, qu'elle vient fixer un viscère, qu'elle vient par exemple, vraiment fixer un utérus, forcément, l'utérus, lui, il a besoin de mobilité dans sa cavité pelvienne, il a besoin vraiment de pouvoir... Il fait des petits mouvements qui sont imperceptibles au niveau en conscience, même si certaines femmes peuvent un peu arriver à sentir certaines choses. Mais il a besoin de... quand à l'arrivée des menstruations, quand il crée cet endomètre, forcément, il va se gorger de sang. Et potentiellement, à l'arrivée des règles, il va commencer à se contracter pour vraiment évacuer ce sang s'il n'y a pas eu fécondation. Mais du coup, ce micro-mouvement, s'il y a adhérence... forcément, ça va lui demander beaucoup plus de travail, donc il va tirer beaucoup plus fort, et c'est ce qu'on appelle des spasmes qui peuvent être en lien avec ces douleurs-là. Les femmes peuvent ressentir du coup comme des mini-contractions, des mini-spasmes, et c'est ce qui fait que en fait, ça devient à ce moment-là gênant. Parce que le corps, il a besoin de fournir un effort supplémentaire pour faire son boulot, et c'est pareil pour des adhérences, même viscérales, au niveau digestif, parce que les viscères, on sait on a un péristaltisme intérieur, on a un mouvement qui se crée pour la digestion, et si la digestion est perturbée, forcément, ça crée des symptômes après par la suite, et du coup, ces adhérences font partie de ces petits points de ralentissement, mais un petit point plus un petit point de ralentissement, finalement, après, ça crée des désordres. Ouais. En fait, si je comprends bien, ton travail principal quand tu reçois des femmes, c'est de faire en sorte que tout soit très mobile. Voilà, que ça soit mobile, que ça bouge et que en fait ça soit fluide, que ça fluctue en fait. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de voir les organes sur des planches anatomiques comme des trucs un peu figés, et je trouve que c'est difficile de s'imaginer qu'en fait tous nos organes bougent tout le temps, qu'ils sont recouverts de membranes séreuses et que donc ils coulissent les uns par rapport aux autres et que c'est normal. On aurait l'impression qu'il faut surtout pas que ça bouge trop parce que sur les planches anatomiques tout est bien fixé. En fait, c'est l'inverse. Il faut que tout puisse bien coulisser, bien bouger les uns contre les autres. Exactement. En fait, quand on a commencé à faire des dissections il y a plusieurs centaines d'années, c'est qu'en fait, il fallait bien qu'on représente ça. Donc, on dessinait, on mettait ça sur des planches anatomiques. Et en fait, le chirurgien le verra très bien, lui, que à l'intérieur, tout est un peu visqueux, tout bouge. Et surtout, un viscère, c'est mou et ça a besoin aussi c'est sur des zones de glissement. Et c'est aussi pour ça que là, ces dernières années, on a découvert tout ce qui était les fascias. En fait, les fascias, ce sont aussi des continuités de tissu conjonctif qui, en fait, favorisent ces zones de glissement et de continuité entre les différentes pièces qu'on a pu vraiment noter, comme un os, comme un muscle, comme un tendon, comme un viscère. Mais en fait, toutes ces choses-là, ce sont la même origine embryologique, ce sont du tissu conjonctif. Et toutes ces choses-là, du coup, c'est un peu comme une solution de continuité, en fait. C'est le corps, je pense que ce sont des chaînes faciales, ce sont des chaînes qui se relient les unes avec les autres. Et c'est important de noter que forcément, si j'ai une mauvaise respiration, si j'utilise pas bien mon diaphragme, forcément, ça va avoir une répercussion sur mon système digestif parce que quand je contracte mon diaphragme, forcément, ça entraîne quand même une mobilité de mon système viscéral. Donc, ça joue sur ma digestion, ça joue aussi au niveau de ma cavité pelvienne. Et du coup, la respiration, par exemple, c'est vraiment un gros problème de santé publique aujourd'hui parce que les gens ne respirent plus de manière physiologique. Et du coup, ça crée aussi des désordres. Tu dis ça, du coup, ça me fait penser à bien respirer, juste en le disant. En fait, est-ce qu'on peut dire que la plupart des douleurs, ou en tout cas des troubles dans la sphère gynéco, sont liés à un défaut de mobilité ? Je pense que c'est vite dit quand même, dans le sens où c'est très simple de dire ça, parce que en fait, il peut y avoir
vraiment aussi des dysfonctionnements organiques, c'est-à-dire que s'il y a eu une infection, que la trompe est bouchée, forcément, moi, avec mes petites mains, je vais peut-être aider, mais je vais pas la déboucher, par exemple. Oui, bien sûr. Donc, il y a ça. Il y a le fait qu'il y ait, par exemple, des lésions d'endométriose, ça crée une inflammation locale, ça crée des saignements locaux. Alors moi, je vais aider à redonner de la mobilité, ça va aider. Après, voilà, si la personne ne fait pas un travail vraiment plus global sur son inflammation, par exemple, que ça soit au niveau alimentaire, au niveau perturbateur endocrinien, sur même aussi son stress, qui a aussi un rôle très important, donc sur la sphère aussi émotionnelle, on va pas se leurrer, l'ostéopathie ne suffira pas. Mais par contre, c'est pour ça qu'on travaille en pluridisciplinarité. Ouais. Oui, ce que je veux dire, c'était peut-être plus à l'inverse, c'est que s'il y a des douleurs de règles, il faut impérativement s'intéresser à la mobilité aussi. Voilà. S'il y a des dyspareunies, il faut aussi s'intéresser à la mobilité Exactement. des organes, pas que, mais il y a quand même beaucoup de choses pour lesquelles c'est important de travailler en ostéopathie. Voilà, c'est ça. Et bouger, en fait. Parce que les femmes, les hommes, on ne bouge plus, on est trop sédentaires. Avant, on était tout le temps en train de travailler pour se nourrir, pour se déplacer. Maintenant, on est tous dans des voitures, on travaille devant un ordinateur, et en fait, on ne bouge plus. Donc, en fait, le corps, il se fige un peu dans le temps, et on a des pathologies qui en découlent aussi. Mais c'est important, voilà, c'est pour ça qu'on n'embête pas les gens en leur disant mais il faut que vous fassiez quand même une petite activité sportive, c'est important de faire une activité, voilà, pour aussi étirer son corps, aussi une activité pour faire un peu de cardio, pour le mobiliser, et en fait, les gens n'ont pas le temps. Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose en plus à rajouter dans la liste, et souvent c'est là que le bât blesse. Une fois que tu as vu les personnes en consultation, qu'est-ce que tu recommandes ? Est-ce que c'est des consultations qu'il faut faire, je sais pas, à une certaine régularité ou non ? Est-ce que tu leur donnes des conseils après, des exercices ? Explique-moi. Ça dépend de leur prise en charge, ça dépend la personne, parce qu'encore une fois, il n'y a pas une douleur qui va être la même et la même prise en charge. Donc, en général, on fait une première consultation. Souvent, on se revoit une deuxième pour des pathologies comme ça, un peu chroniques. Et on voit déjà l'évolution. Et en fonction de l'évolution, comment la personne est prise en charge, soit je lui donne des petits exercices à faire à côté, soit je la réoriente. Tout simplement aussi faire un suivi kiné, ou un suivi par exemple en naturo, ou faire un suivi psy, ou autre. Et puis après, soit la personne, je sens qu'elle est capable d'être à l'écoute de son corps, et du coup, je lui dis de revenir quand elle sent que ça sera nécessaire, soit sur des pathologies vraiment souvent très inflammatoires et plutôt lourdes, ou alors avec un objectif particulier aussi, parce qu'il y a des femmes qui viennent mais elles ont un souhait par exemple de bébé, ou alors enfin voilà, il y a vraiment quelque chose derrière où on veut aboutir à quelque chose, et souvent un peu rapidement, peut-être un peu trop. Mais du coup, là, on a un suivi un peu plus régulier. Mais de toute façon, l'ostéopathie, on se voit pas non plus tous les 4 matins, dans le sens où le corps, comme on lui donne des informations pour qu'il s'autorégule, on a besoin aussi de ce temps aussi où il s'autorégule justement tout seul. Et dans un cas de suivi de grossesse, qu'est-ce que tu recommandes, toi, comme fréquence ? Alors là, il y a plusieurs écoles sur ça. Moi, je préconise souvent de venir si on le sent que c'est nécessaire. Donc, si on a souvent on a des douleurs au dos ou des douleurs ligamentaires, le corps en fait, il se met à changer très rapidement pendant la grossesse. Donc, finalement, des fois, on peut avoir un peu des répercussions au niveau du corps. Mais encore une fois, des fois, il y a des femmes, elles sont très actives, elles bougent, elles font du sport, il n'y a aucun problème. Hein. La grossesse n'est pas un moment pathologique où il y a forcément quelque chose. Il y a des grossesses qui sont très harmonieuses et je ne vois pas les femmes. Mais voilà, quand il y a un début de douleur comme ça, donc elles viennent, et après je leur dis, soit j'estime vraiment que le corps, il en a vraiment besoin une deuxième fois et on refait une séance de contrôle un peu plus tard, soit je leur dis, vous revenez si vous avez besoin. Et par contre, je leur dis toujours que c'est bien de pouvoir, en fonction de leurs souhaits, de projets de naissance, etc., de vraiment faire aussi un petit bilan avant le terme, pour vraiment libérer toutes les structures du bassin, libérer les ligaments, les muscles, pour favoriser la descente du bébé harmonieuse, surtout quand on veut accoucher par voie basse. Et après, j'essaie quand même de sensibiliser beaucoup sur tout ce qui est le postpartum, parce que les femmes s'oublient souvent. Et c'est vraiment important de pouvoir aider à remettre le corps en place, prendre un temps pour la maman. Et comme je fais aussi le suivi pédiatrique, en général, on dit que c'est bien de voir le bébé. Mais là, encore une fois, ça dépend comment s'est passé l'accouchement, comment lui, il est à la naissance. Si tout va bien, on va pas le voir expressément au début, on va le laisser tranquille, ce petit bébé.
Et si par contre il y a des problèmes vraiment pour s'alimenter par exemple, des troubles d'allaitement, des soucis de colique, de reflux ou alors de déformation crânienne, là par contre on le voit un peu plus quoi. Et pour une femme après l'accouchement, est-ce qu'il y a nécessité de venir justement s'assurer que tout est bien placé, qu'il n'y a pas eu de déplacement? On parle souvent des problématiques de coccyx déplacées après l'accouchement. Ça existe. Mais c'est pas automatique non plus. On va avoir beaucoup aussi d'adhérence en lien avec la péridurale. Donc souvent ça crée des micro-saignements au niveau du hormérien. Donc là souvent ça crée des zones de restriction de mobilité. Donc forcément là on va avoir peut-être un peu d'impact s'il y a des douleurs dorsales. Mais encore une fois, moi je pousse pas la consommation. Dans le sens où j'estime que la femme elle a besoin de trouver son équilibre avec la personne avec qui elle l'a conçue, avec donc le coparent et le bébé, avec sa famille. Si cet équilibre se trouve facilement, que tout va bien, on n'a pas besoin de se voir tout de suite. Mais par contre, c'est sûr que s'il y a des choses qui la gênent, elle a des douleurs qui l'empêchent de trouver son petit équilibre, là par contre, oui, c'est important. D'accord. C'est intéressant d'avoir ton point de vue parce que c'est vrai qu'on entend souvent, moi j'ai beaucoup entendu que c'était important de faire un petit check-up après l'accouchement pour être sûr que tout était bien placé, etc. Mais encore une fois, ça dépend de l'accouchement. Ouais. Parce qu'il y a des accouchements qui se passent très bien, un accouchement qui se passe de manière physiologique, naturelle, il y aura un peu moins de répercussions sur le corps qu'une femme qui accouche en position gynécologique avec une péridurale ou avec un déclenchement. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes empreintes sur le corps. Et encore une fois, ça dépend aussi de la maman, comment elle le vit. Parce que l'impact émotionnel est très important aussi en postpartum. Est-ce que dans tes accompagnements, quand tu vois les femmes, tu leur parles aussi de tout cet impact de psychosomatique et de l'impact des émotions, du stress sur le corps? Alors le stress, on en parle de plus en plus. Il y a cette notion aussi d'émotions, de choses qui s'enquistent dans le corps. Ça, c'est quelque chose que tu en... Bien sûr, ça fait partie de ma pratique. Ouais. Franchement, je trouve que c'est vraiment important d'arriver à comprendre que le corps, c'est pas juste une enveloppe qui nous permet de bouger et de vivre, c'est nous, ça fait partie de nous et on a trop fait de distinction entre le corps et l'esprit, alors que finalement, on n'est qu'un. Et c'est vrai que y a des gens, ils vont se retrouver avec des pathologies chroniques, par exemple, un truc typique, genre douleur au dos. Alors, c'est pas forcément ça, mais souvent, ils en ont plein le dos, quoi. Ils en peuvent plus. Ils sont à bout, soit ils doivent supporter tout. Et en fait, déjà de leur faire prendre conscience que peut-être en ce moment, il y a un petit peu trop de choses qui s'accumulent chez eux, ça leur permet de relativiser, de le conscientiser et ça permet justement de moins retourner dans ce schéma qui se reproduit à chaque fois. Oui, puis de l'entendre de quelqu'un d'extérieur, même si souvent on a conscience qu'il y a un truc qui cloche ou qu'on en a plein le dos ou qu'on est surmené, c'est important de l'entendre de quelqu'un qui a quand même comment dire, j'ai pas envie de dire une autorité, mais en tout cas un regard extérieur sur la santé. Je trouve que ça aide aussi à prendre des déclics, à avoir des déclics, à prendre des décisions, à faire bouger un peu les choses. Bien sûr, parce qu'ils nous connaissent pas, donc des fois il y en a même qui nous disent mais comment vous le savez? Mais en fait c'est juste qu'on arrive on fait un peu une lecture du corps d'une certaine manière, donc si on a un corps qui est tout congestionné, qui est douloureux, qui est tendu, en fonction des zones où on sait qu'il y a plus ça ou ça qui joue chez la personne. Donc, bien sûr, ça lui permet aussi de prendre conscience, elle, de sa propre vie et son propre corps. C'est important, ouais. Ça, encore une fois, ça ramène ce côté holistique où on ne peut pas prendre en compte qu'une partie du corps. Il y a l'esprit, les émotions qui vont avec, quoi. Exactement. Si on a des gens qui nous écoutent, alors je reparle des règles douloureuses parce que c'est quand même, j'imagine, un motif de consultation assez régulier. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'entends très très souvent. Quels seraient tes premiers conseils là, à donner? Est-ce que tu as un conseil d'exercice de respiration, d'étirement, de praticien à venir voir dont l'ostéo peut faire partie? Pour ce qui est des règles douloureuses, déjà, je dirais juste que c'est compliqué de faire déjà prendre conscience que c'est pas normal. Parce que ça change, mais c'est encore difficile. Certaines femmes, je leur pose plein de questions, sans oui, j'ai des règles douloureuses les 2-3 premiers jours. Limite, elles peuvent pas sortir de chez elles, mais c'est ok, quoi. Je serre les dents et j'avance. Exactement. Donc ça, déjà, de déconstruire ça, c'est un gros travail. Et puis après, donc ça va dépendre de ce qu'on retrouve ensemble sur la table d'examen. En général, finalement, ça peut être... une fois qu'on a réussi à savoir un peu la cause de pourquoi la personne peut se retrouver avec ces douleurs-là,
Après, voilà, des fois, je vais pouvoir réorienter peut-être pour faire un suivi hygiéno-diététique. Ça peut être un suivi psychologique, comme ça peut être juste, madame, essayez de refaire un peu le sport que vous aviez l'habitude de faire et que vous avez laissé de côté. On voit ce que ça donne. Ça peut être certains étirements vraiment en lien avec vraiment pour libérer le bassin, pour détendre cette zone-là et du coup toujours redonner de la mobilité. Donc oui, ça peut être des exercices de respiration aussi, oui. Ok. Ce qui est intéressant dans ton approche aussi, c'est que tu n'es pas que ostéo, que tu as aussi d'autres formations complémentaires, ce qui fait qu'on se retrouve aussi sur pas mal de visions et de conseils dans les accompagnements. Est-ce que tu veux peut-être m'expliquer ce qui fait que tu en es là aujourd'hui? Quel a été ton parcours pro, tes envies de métier? Tu me parles de micronutrition quand tu me dis ça? Oui, micronutrition, phyto, toutes ces choses-là. En fait, déjà, je pense que c'est par l'école dans laquelle j'ai été, où ils ont vraiment quand même une vision holistique du corps. Et donc, ils nous ont quand même apporté plein de petites ouvertures d'esprit sur, il y a ça aussi qui est important, il y a ça aussi, parce qu'en fait, le corps, c'est un système complexe et c'est pas juste noir ou gris, blanc, c'est pas... il y a vraiment... Souvent, quand il y a une problématique qui est chronique, il y a énormément de sujets à travailler différents. Il y en a qui sont plus importants que d'autres. Et c'est pour ça que je dis toujours, par exemple, que pour l'endométriose, par exemple, il y a une femme, une endométriose. Et c'est pas parce que j'ai 10 femmes dans la journée qui sont atteintes d'endométriose qu'on va travailler les mêmes choses et que je vais les envoyer vers des professionnels de santé qui sont les mêmes, en fait. Et pour ce qui est du fait que je sois devenue ostéopathe... ça s'est fait un peu par intuition finalement. Je pense que j'ai toujours voulu travailler avec les gens, dans le soin de la personne, dans le milieu vraiment de la santé, mais pas tellement... je voulais pas forcément être médecin ou autre, j'avais pas forcément d'idée, j'ai même voulu au bout d'un moment être puéricultrice, donc il y avait quand même un peu cette notion d'enfant, de femme. Et vraiment par intuition, je me suis dit que l'ostéopathie, ça me plairait bien, mais je connaissais pas tellement ce métier-là. Et j'ai rencontré Frédéric Descraques, qui est un ostéopathe reconnu, qui travaille dans le sud-est de la France. Et il traitait déjà ma famille, tout ça. Et c'est vrai que j'ai pu vraiment parler avec lui. Et il m'a dit quelque chose qui m'a un peu marqué, qui était vraiment... tente et tu verras bien. Parce qu'en fait, je pense que ça demande l'ostéopathie une certaine ouverture, une certaine déconstruction aussi de beaucoup de choses la société nous inculque. Et sur ce côté vraiment de société occidentalisée qui veut vraiment aussi sectoriser le corps en fait. Et l'ostéopathie, ça demande d'aller un peu à contre-courant. Donc c'est soit ça plaît pas. Et après, il y a vraiment une notion d'éducation de la main aussi, de ressenti. Ça s'apprend, ça s'éduque. Et je pense que pas tout le monde est fait pour faire ce métier-là. Et du coup, j'ai fait ça. Et en fait, je pense que c'était une évidence, tout simplement. T'as suivi la petite voie, quoi. Exactement. Et cette spécialisation autour de la santé des femmes et de l'enfant, est-ce que t'as une idée d'où ça t'est venu? Est-ce que c'est des rencontres? Est-ce que c'est peut-être des étapes dans ta vie à toi ou des vécus de toi ou de proches qui t'ont mené à ça ou pas du tout? Je pense qu'il y a une déconstruction d'histoire familiale transgénérationnelle, peut-être. Ouais. Et je pense aussi que... Il y avait un besoin... j'ai toujours été attirée par la santé de la femme. Ça m'a toujours beaucoup parlé. J'ai toujours eu une empathie vraiment sur ces sujets-là. J'ai fait mon mémoire sur l'endométriose aussi. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était quand même assez nouveau parce qu'on parlait à peine d'endométriose. Maintenant, on en parle beaucoup. Trop, même un peu, je sais pas. Trop mal, parfois. Oui, trop mal. Ouais. Et du coup, je suis dans cette continuité-là et je me spécialise de plus en plus. Je reçois vraiment tout le monde, mais c'est souvent beaucoup plus de femmes quand même aujourd'hui. Oui, c'est ce que je trouve chouette parce que je pense que c'est un métier où évidemment vous avez tous la même base, mais en ayant ces spécialisations, ces formations complémentaires que tu as, ça permet peut-être une prise en charge qui est beaucoup plus ciblée et donc des résultats qui vont être aussi plus rapides. Bien sûr, je pense qu'un ostéopathe qui reste très général, c'est très bien. Il n'y a pas de... Mais c'est vrai que si on veut traiter des problèmes vraiment particuliers comme par exemple une dyspareunie, un problème d'endométriose, il faut quand même être formé en plus, il faut s'être intéressé. Et puis de toute façon, la science, les études, elles évoluent tout le temps. Donc si on n'a pas
voilà, cette envie d'aller rechercher toujours l'information pour être encore plus performant dans ce qu'on propose, en fait, c'est pas possible. Oui, c'est la même chose en naturopathie, tu peux pas être bon dans tout, donc soit tu fais du très général, soit tu te spécialises. Et il y a ce côté que tu soulèves qui est très important de formation continue, que j'ai l'impression beaucoup de personnes dans les pratiques alternatives appliquent, et peut-être moins parfois dans le monde médical, parce que moins de temps. Alors il y a plein de médecins qui le font, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est pris à bras le corps par ces pratiques alternatives complémentaires, de continuer justement à se former, à s'informer sur ce qui se passe. Et c'est vrai que la santé de la femme, il y a comme si on ouvrait une boîte là en ce moment et qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'études qui sortent. Et donc c'est d'autant plus important quand on travaille dans ce domaine-là que de continuer à se renseigner. Bien sûr. Mais je pense que c'est une certaine même obligation dans le métier. Après, oui, il y en a qui le font pas, il y en a qui préfèrent se cantonner à quelque chose de assez simple. Et je peux le comprendre, mais en fait, c'est pas on fait un métier pas pour que ça soit simple, en fait, parce que le corps, il est pas simple. Non, et puis ça évolue tellement vite. Là, en si peu d'années, il s'est passé déjà tellement de choses autour de la santé des femmes que c'est vrai que si t'es installé depuis 30 ans, 40 ans, ça peut être difficile de te remettre en question sur ces sujets-là. Ouais. Surtout en gynécologie. Mais c'est ça. Parce que les gynécologues qui sont en fin de carrière, des fois, c'est compliqué maintenant de se dire, ok, je déconstruis tout ce que j'ai appris jusque-là, en fait. Donc après, il faut pas leur en vouloir aussi, parce qu'il y a beaucoup de patientes qui arrivent et qui disent ah oui, mais elle m'a dit ça, mais ça c'est pas du tout ça, parce que maintenant les patientes elles s'informent beaucoup, et je leur dis oui, mais bon, écoutez, il faut remettre dans le contexte aussi, et puis elle vous propose ce qu'elle peut vous proposer aujourd'hui, et après au pire vous allez voir quelqu'un d'autre. On n'est pas cantonné à rester avec tout le temps le même médecin, le même gynéco, ni le même ostéo. Enfin, on évolue et la personne évolue, elle est sur son chemin et elle rencontrera aussi des thérapeutes et des médecins différents. Ouais. Oui, je pense que c'est important de rappeler qu'on est des êtres humains aussi derrière tout ça, et que nos pratiques évoluent aussi, nos compétences évoluent avec le temps, et que ce soit un médecin ou une ostéo, une naturo, quoi que ce soit, on n'a pas forcément la réponse à tout. On a ce qu'on a à proposer le jour J avec les données qui nous sont apportées, et qu'on n'est pas en effet maqué à qui que ce soit, et qu'on a la possibilité, aussi bien avec le corps médical qu'avec d'autres personnes, que d'aller chercher, de prendre plusieurs avis. Et ça, je pense que tu fais référence à ça aussi. C'est des femmes qui ont peut-être pas eu l'écoute qu'elles attendaient d'un point de vue gynéco, pas eu les réponses qu'elles voulaient, ou pas eu l'approche peut-être plus naturelle à laquelle elles s'attendaient, mais c'est pas forcément le métier des gynécos que de faire ça. Et donc de savoir qu'on peut se renseigner, qu'on peut prendre plusieurs avis, qu'on peut changer de professionnel, qu'on n'est pas obligé de subir en tout cas un discours qui nous convient pas, ou une indélicatesse parfois dans les soins qu'on n'accepte pas. Exactement. Je pense que la boucle est bouclée avec ce sujet-là. Merci en tout cas pour ces explications et pour ton temps. C'était un plaisir. Je mettrai évidemment en description de l'épisode tes coordonnées pour les personnes qui veulent te contacter, qui n'auraient pas déjà entendu parler de toi par mes soins. Et puis je te dis à très vite. Oui, merci beaucoup. Un immense merci à Amélie d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous aujourd'hui. Vous retrouverez comme toujours en description de l'épisode les liens pour pouvoir contacter Amélie et prendre rendez-vous avec elle, à Bordeaux ou à Paris. Amélie fait aussi partie des intervenantes de mon programme Healthy Cycle, dans lequel elle donne plein de conseils pour prendre en main sa santé et évidemment booster la mobilité au sein du bassin. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous à des personnes que cela pourrait aider ou intéresser. N'hésitez pas à mettre des petites appréciations sur votre application d'écoute préférée. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous en newsletter ou via Instagram pour ne rien manquer des good vibes. À très vite. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des commentaires et des petites étoiles sur votre application d'écoute préférée. Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous dans mes programmes en ligne, Healthy Cycle et Healthy Naturopathie, ainsi que dans mon accompagnement holistique. Vous trouverez tous les liens nécessaires en description de cet épisode. Je vous retrouve également sur Instagram, sur YouTube ainsi que dans ma newsletter pour ne rien manquer de mes actus et mes conseils bien-être. Un immense merci pour votre soutien, prenez bien soin de vous et à très vite. Tu les sens là, les good vibes ?